niveau de la couleur, donc nous avons quelques différences déjà qui apparaissent, et entre la fin de la fermentation malolactique et après mise en bouteille, on a un petit déplacement des différents vins qui montre que la stabilité de la matière colorante a été différente en fonction des modalités. Donc nous avons les deux parents qui se retrouvent plutôt avec une intensité colorante plus faible, et après mise en bouteille, les modalités qui présentent la couleur la plus stable et la plus intense sont d'une part le témoin, mais aussi l'hybride A et l'hybride C. Alors ici, une présentation avec la méthode officielle OIV de mesure de la couleur, la méthode de SILAB. Nous avons la composante A et la composante B. Donc la composante A représente la quantité la composante rouge de la couleur, et la composante B, la composante jaune. Donc nous avions vu que notamment la croix rouge, qui est l'hybride A, avait l'intensité colorante la plus forte. Or, elle présente moins de rouge et moins de jaune, donc ce qui reste, c'est la formation de pigments violacés, et c'est un assez bon marqueur de la formation de pigments stabilisés entre anthocyane et tanin par l'intervention notamment de l'éthanal et d'un pont éthyle entre anthocyane et tanin. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une différence de stabilisation de la couleur qui se voit par ce côté violacé de la couleur entre les hybrides, le B et le C étant apparemment moins bien stabilisés que l'hybride A qui présente la couleur la plus violacée. Après mise en bouteille, les choses ont changé, ce qui correspond à ce que nous avons vu aussi sur le graphique précédent, mais qui illustre d'une autre manière, où certaines modalités, notamment le témoin et l'hybride A, ne bougent pas, alors que, également l'hybride C, pardon, alors que les parents et l'hybride B se retrouvent à avoir un déplacement vers à la fois plus de jaune et de rouge, ce qui montre une certaine dégradation de la couleur et un moins bon maintien de cette stabilité de la couleur. Ici, ce sont des indices analytiques qui montrent la réactivité des tanins. Ce sont deux analyses où nous allons utiliser la réaction des tanins avec une protéine, de la gélatine pour le cas de l'indice de gélatine, de la sérum albumine bovine pour le pouvoir tannant. Plus la valeur est importante sur ces deux paramètres, plus la réactivité des tanins vis-à-vis des protéines sera importante. Donc ici aussi, nous voyons une différence entre les modalités, les deux parents ayant des positions opposées, ce qui peut nous amener à attendre en dégustation des perceptions gustatives de ces tanins très différentes. Et ensuite une évolution qui va plutôt vers l'augmentation de l'indice de gélatine et pour la plupart des modalités également, la diminution du pouvoir tannant, ce qui montre une évolution polyphénolique liée au soutirage, donc à l'oxygène apporté et à l'évolution liée à l'élevage. Donc les hybrides A et C présentent des tanins qui sont plus réactifs que le parent. Alors, en dégustation, nous avons donc utilisé notre méthodologie de dégustation classique avec un ordre différent pour chacun des dégustateurs en carré latin, bien sûr l'échantillon totalement anonyme, en double aveugle, c'est-à-dire que même l'animateur de la dégustation ne connaît pas la correspondance des modalités, bien sûr, et le traitement a été fait par le logiciel Tastel et repris par des compléments statistiques qui sont propres à la chambre d'écriture. Le premier résultat, au niveau global, c'est l'analyse en composantes principales. Donc nous avons sur le premier axe de gauche à droite, vers la gauche des vins qui présentent plus d'intensité aromatique, qui ont légèrement tendance à être mieux notés. Et de l'autre côté, vers la droite, nous avons des vins qui sont plus durs en finale, avec plus d'astringence, plus d'amertume, et donc moins d'intensité aromatique en bouche. Le deuxième axe, qui va du haut vers le bas, représente le caractère évolué du fruit. Donc, schématiquement, plus on est vers le haut, plus on a des notes de fruits mûrs, et plus on est vers le bas, plus on aura des notes de fruits frais. Donc, sur ces axes, nous allons représenter les différents vins.
Ici, nous voyons que il y a une séparation sur le premier axe entre certains des hybrides, entre les trois hybrides déjà, puisque l'hybride B semble présenter une finale nettement plus astringente et amère et moins d'intensité aromatique. L'hybride C, à l'opposé, semble présenter la finale la plus agréable et le plus d'intensité aromatique. L'hybride A est intermédiaire, similaire à la fois aux témoins et à ses deux parents. Ces quatre modalités se séparent plus sur la notion, je dirais, d'évolution du fruit mûr au fruit frais. Alors ici, quelques détails sur les critères de dégustation. Donc nous voyons ici au niveau de l'intensité colorante que nous retrouvons l'hybride A qui est le plus coloré, donc les dégustateurs confirment parfaitement ce qui avait été trouvé à l'analyse, et l'hybride B qui présente une couleur moins intense. Au niveau des intensités aromatiques, c'est surtout en bouche que nous voyons des différences avec le parent 1 et l'hybride C qui sont un peu plus élevés. Ici, sur les perceptions en bouche, le gras, la sucrosité, sur le graphique de gauche, l'intensité de tanin et la qualité des tanins sur le graphique de droite. Et nous voyons que l'hybride C ressort assez nettement, avec plus de gras et de sucrosité que les deux parents, ce qui n'est pas le cas des autres modalités. Et au niveau de l'intensité tannique, nous avons deux modalités qui ressortent assez différentes. L'hybride A qui est perçu plus structuré, là aussi ce qui est cohérent avec ce que nous avons eu à l'analyse, et l'hybride C moins riche en tanins. Par contre, ces deux hybrides montrent une qualité des tanins, une douceur, je dirais, une moindre rugosité ou agressivité des tanins par rapport à leurs parents et à la référence. Alors pour représenter l'ensemble des différences, nous avons mis au point à la Chambre d'agriculture une représentation que nous appelons profil sensible, qui permet de représenter les écarts pour chacune des modalités par rapport aux témoins. Donc l'idée c'est d'avoir une forme simple et visuelle qui synthétise tout l'ensemble des résultats de dégustation. Nous avons aussi dans cette représentation la prise en compte de l'objectif produit par le jeu des couleurs entre vert qui correspond à l'objectif produit et rouge qui va à l'opposé de ce que l'on attend. Alors déjà, toutes les représentations sont faites par rapport à la ligne centrale qui représente le niveau du témoin, donc dans notre cas c'est la souche de référence témoin, C22. Si la barre va vers la droite, ça représente une augmentation du caractère. Si elle va vers la gauche, ça représente une diminution. Et pour certains caractères qui ne sont pas recherchés, la diminution peut correspondre aux objectifs. Et ensuite, il y a 4 niveaux. Si les 4 cases sont remplies, la différence est significative à 1% d'erreur, donc hautement significative. Si on a 3 cases, on est uniquement significatif de manière classique à 5% d'erreur. 2 cases, c'est une tendance forte, qui correspond à 10% d'erreur dans les tests statistiques. Et une seule case, ce sont les tendances faibles, avec une chance sur 3 de se tromper, 30% d'erreur, et juste pour indiquer, avec beaucoup de précautions dans l'interprétation, une légère tendance qui peut apparaître. Comme je vous le disais, la correspondance à l'objectif, en vert, les éléments recherchés, en rouge, on a un écart par rapport au témoin qui va à l'envers de ce que l'on attend pour l'objectif produit. Certains descripteurs sont en gris pour représenter une différence neutre. Alors vous avez ici représenté à la fois les deux parents en premier et les 3 hybrides. Vous voyez que visuellement, même sans regarder dans le détail, nous voyons que les deux parents présentent à la fois des éléments intéressants, positifs, qui apparaissent en vert, et certains en niveau important significatif, notamment le parent 2 sur la longueur en bouche, avec un côté évolution du fruit, donc un fruit plus mûr, qui dans le cas de ce produit n'était pas forcément recherché, mais qui apparaît. Donc on a un mélange. Pour le parent 1 aussi, certaines qualités et certains défauts, une intensité arôme en bouche qui n'est pas significative mais qui apparaît assez nette, avec un fruit plus frais, et quelques légères tendances plutôt positives
arrive à avoir un équilibre un petit peu plus gras et un peu plus structuré que le témoin, et avec moins d'astringence en finale. Et au niveau de nos trois hybrides, nous voyons que l'hybride A présente des caractéristiques intéressantes au niveau de la couleur, un caractère de fruit frais, mais par contre peu de complexité. Il est surtout intéressant en bouche, avec une bouche structurée et une qualité de tanin significativement supérieure au témoin. L'hybride B, par contre, vous voyez, tout son profil est en rouge, donc celui-ci ne correspond pas aux objectifs. Ses résultats en dégustation montrent qu'il devra sans doute être éliminé. Et enfin, l'hybride C, à l'inverse, représente uniquement des zones vertes. Il n'y a pas de différence significative, mais les tendances sont assez marquées et se cumulent sur plusieurs critères qualitatifs. Plus de gras notamment, une intensité d'arôme en bouche intéressante avec du fruité, un bon équilibre et surtout une amélioration de la finale avec moins d'astringence et d'amertume et une bonne longueur. Donc les hybrides A et C seront sélectionnés à l'issue de tout ce test. Ce sont les souches Sapeno, HTS62 pour l'hybride A et HTS135 pour l'hybride C. Je vais maintenant redonner la parole à Étienne pour présenter Easy to Use. Merci Jean-Christophe. Donc j'interviens à la troisième partie de cette présentation qui est sur la production Easy to Use parce que c'est très intéressant d'avoir pu hybrider des levures et d'avoir des caractéristiques technologiques intéressantes. Par contre, c'est une autre paire de manches de pouvoir les produire sous forme sèche et de pouvoir les produire sous la meilleure qualité possible. Donc en conclusion juste de ce que vient de dénoncer Jean-Christophe, nous avons quand même complété ces résultats qui sont les résultats non essais, on les a complétés avec au moins même plus de 30 essais sur souche sur terrain, sur chacune des souches. Et nous avons vraiment noté cette particularité de la LTS62 d'augmenter la couleur, d'augmenter l'extraction des polyphénols sur les vins rouges, et d'être plutôt sur des fruits frais au niveau aromatique. Et en ce qui concerne la LTS135, finalement d'avoir un bon apport de structure, mais une structure enrobée, c'est-à-dire de vins qui vont pouvoir être mis sur le marché un peu plus rapidement, et avec des notes de fruits un peu plus mûres. La production, finalement, de la levure, elle est schématiquement mise en œuvre ici. Vous avez finalement toutes les étapes de cette production industrielle qui part d'une collection qui peut être sous format glycérol à moins 80 degrés pour des souches qui ne sont pas produites très fréquemment, ou alors elles sont sous lentes à conserver à 4 degrés pour celles qui sont produites industriellement de façon très fréquente. Toutes les premières étapes, on va dire, c'est un process multi-étapes de production de la levure. Toutes les premières étapes, finalement, sont faites en milieu anaérobie-aérobie, c'est-à-dire à la limite de la production d'alcool, avec un petit peu de production d'alcool pour éviter certaines contaminations et pour permettre finalement une production de biomasse plus rapide. Toutes ces étapes-là, à part la préfermentation ou la pré-multiplication, sont faites finalement en stade contrôlé au laboratoire. Et vous avez ensuite, une fois que vous avez fait croître la levure, donc par multiplication, ce que j'expliquais au départ, vous avez fait croître la levure suffisamment, vous transférez dans des grandes cuves, et à ce moment-là, c'est vraiment du fed batch, c'est-à-dire la production de biomasse en continu. Vous allez monitorer un nombre de paramètres très importants, dont le sucre, l'oxygène, les nutriments, les vitamines, les éléments, et j'en passe. Et toute cette production est faite en phase complètement, strictement aérobie, pour justement maximiser la production de biomasse, diminuer la production d'éthanol, qui serait plus un frein à la production et au rendement, dans ce cas-là, que à ce que nous cherchons en vin, qui est plutôt justement la production d'alcool. Une fois que vous avez produit cette biomasse, finalement cette biomasse, elle est sous forme crème, vous pouvez la séparer et la garder au froid à 4 degrés. Par contre, c'est un état de la levure sous forme de pêche qui est relativement sensible et donc dont on va dire la durée de vie est relativement faible de 2 ou 3 semaines à 4 degrés. Pour améliorer finalement le stockage et surtout la conservation de ces levures-là, on met en œuvre plusieurs process de séchage. Un des process de séchage peut passer d'abord par un déshydrateur qui va donner
donner une levure qu'on appelle une levure fraîche ou une levure compressée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pris des pains de levure finalement pour la boulangerie. C'est cette levure finalement compressée. Une fois qu'on a cette finalement levure compressée qui est à peu près à 35% de matière sèche, on va pouvoir faire des petits spaghettis de levure compressée et passer dans un séchage beaucoup plus fin qui va augmenter la matière sèche de 35% à parfois 92-95% de la matière sèche. Et nous allons y revenir un petit peu après au niveau des levures sèches. Dans ce procédé de production de levure sèche, il y a plusieurs fondamentaux. C'est d'abord une culture pure qu'on fait, on ne mélange pas les souches, en tout cas du moins, on ne mélange pas les souches au départ de leur production. Et on va essayer de maintenir pendant cette production le maximum de croissance de la levure en monitorant la production d'alcool, qui est complètement reliée à la consommation du substrat carboné, du sucre, en l'occurrence ici le sucre de mélasse, que ce soit d'alcool ou d'alpha, de l'air et de la température. On va contrôler le pH, parce que c'est sûr que si on met un pH assez bas, on va arriver à contrôler les contaminations. Par contre, un pH assez bas va pouvoir induire une coloration de la levure une fois au séchage plus importante, ce qui n'est pas forcément voulu. On va contrôler la température pour l'activité de la levure et surtout le niveau d'azote pour savoir comment elle se produit. On a en termes industriels une recette de production par souche, parce que chaque souche, et on l'a vu sur les résultats présentés, chaque souche a ses caractéristiques et a ses spécificités propres. Par contre, le process multi-étape est le même que celui qu'on vient de voir précédemment. Tout le long de cette production industrielle, vous allez avoir des tests de stabilité génétique pour savoir si on est vraiment sur exactement la même souche d'origine, des tests après d'aptitude à la production, des tests d'aptitude à la résistance au séchage. Et c'est les deux critères les plus importants quand on produit une levure de façon industrielle ou on veut produire de la biomasse. En fait, les critères les plus importants, c'est est-ce que la production industrielle va pouvoir être faite, c'est-à-dire un taux de croissance assez important pour arriver à avoir le bon rendement. Et une deuxième chose qui est, est-ce que cette levure, on va pouvoir à peu près faire croire toutes les levures qu'on veut, par contre si on n'arrive pas à les sécher de manière viable, ça va poser un problème pour avoir un produit final adéquat. C'est vraiment un savoir-faire industriel, et le savoir-faire industriel se base autant sur, on va dire, la multiplication et surtout le stade physiologique auquel on va arrêter la levure pendant la croissance. Vous avez ici en représentation synthétique les 4 phases de la croissance de la levure par multiplication, avec une phase de gap G1 qui correspond à la croissance de la levure qui atteint une taille critique, qui passe en phase S pour être répliquée, dont le matériel génétique va être répliqué à ce moment-là, passant dans une autre phase de latence qui va préparer à la mitose. Et cette mitose va être faite en phase M pour vraiment dupliquer la levure et avoir de levure avec exactement le même contenu génétique. L'importance finalement du levurier à ce niveau-là, c'est de pouvoir arrêter la production au stade physiologique le plus adapté pour la levure pour qu'elle soit séchée après, dans les meilleures conditions de viabilité. Si on commence à regarder ce qui se passe au niveau de la réplication ou de la migration, on commence à avoir un bourgeonnement qui se fait. Si on sèche la levure, si on arrête la levure à ce niveau-là, on est quasiment sûr que la viabilité ne va pas être bonne parce que finalement la membrane est déjà fragilisée par ce commencement de bourgeonnement. Et on va s'arrêter finalement à la phase de croissance. Cette phase de croissance est intéressante non seulement pour le stade physiologique et l'état de la membrane, mais aussi intéressante parce qu'on va s'arrêter au moment où la levure a toutes les portes ouvertes pour prendre le substrat qu'on lui donne. En l'occurrence, ici, le substrat carboné, qui est le sucre. Ce qui fait que c'est une levure qu'on appelle aussi des levures instantanées, c'est-à-dire que si on les place directement en face d'une source de sucre, elles vont, sans phase de latence, ou une très petite phase de latence, commencer directement à assimiler le sucre. Donc ce savoir-faire, il est dans la multiplication, à quel stade on arrête finalement la multiplication de la levure pour commencer à la sécher, et sur le séchage. Et sur le séchage, il y a deux paramètres. Il y a la façon de sécher
et la façon de conditionner la levure pour résister au séchage. Conditionner la levure pour résister au séchage, il y a certains paramètres, je ne les donnerai pas tous, mais un des paramètres intéressants est de pouvoir faire une levure, produire une levure par sa recette de production avec le maximum de lipides et surtout le maximum de tréhalose, qui est un sucre de réserve dans la levure. Ce tréhalose, finalement, il va faire quoi? Il va être très intéressant parce qu'il va agir au niveau de la stabilité de la membrane lors de la déshydratation. On voit lors de la déshydratation, vous avez une représentation schématique des phospholipides qui constituent la membrane, qui sont, quand la levure est hydratée, sous forme fluide. Et pendant la déshydratation, vous avez une cristallisation un petit peu qui peut se passer de ces phospholipides et conduire à des dommages, finalement, qui vont augmenter la perméabilité de la levure, ce qui fait que vous allez sécher des levures, oui, vous allez augmenter la matière sèche, mais une partie de ces levures ne sera pas viable, ne pourra pas être réhydratée, pas correctement. Le tréhalose va agir en maintenant cette structure-là, cette structure relativement fluide, tout en ayant une déshydratation, c'est-à-dire une perte. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on ajoute des émulsifiants, ce qu'on appelle des émulsifiants, une huile végétale, pour justement aussi améliorer la résistance de la levure au séchage. Pendant la déshydratation, on utilise finalement un procédé qui s'appelle un procédé de séchage sur lit fluidisé, un procédé de séchage avec un courant d'air chaud qui passe à travers les spaghettis de levure fraîche pour les déshydrater de façon très gentille. Cette façon finalement de faire va éviter ce qui est marqué ici, c'est-à-dire plus on va déshydrater la levure, plus finalement la membrane va se replier sur elle-même. Le problème, c'est qu'il faut éviter la formation de structures cristallines qui peuvent donner des endovisicules qui, après coup à la réhydratation, vont provoquer une dissolution de la membrane et une perte de viabilité. Tout ce savoir-faire, finalement industriel, non seulement en termes de lubrification, mais aussi de séchage, finalement est illustré dans le process que nous avons mis au point, qui est le procédé easy to use. Ce procédé easy to use dont on parle depuis quelques temps maintenant pour des souches qui sont déjà validées. Quel est ce process finalement? Ce process easy to use, c'est un process spécifique de production qui permet de produire des levures sèches qui vont être résistantes, capables de résister à diverses conditions de manipulation, soit de réhydratation, soit d'utilisation directe. Les souches déjà validées dans notre portfolio sont la LC22, on y parlait comme témoin tout à l'heure, NDA21, SL103, SL100, et donc finalement pour faire le lien, et je finirai sur ça, pour faire le lien avec le développement des hybrides que nous avons fait HDS62, HDS135, on a finalement sélectionné ces hybrides en fonction de leurs caractéristiques fermentaires et organoleptiques et analytiques. C'est intéressant d'avoir ces souches-là, c'est encore mieux de les avoir en facilité d'utilisation, c'est-à-dire produits sous le format easy to use. Donc on a toujours trois paramètres, on regarde la vitalité, la viabilité de ces levures après réhydratation, dans différentes conditions d'utilisation, leur performance analytique, puis leur performance organoleptique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On met la levure dans des conditions de température, en fait, dans de l'eau du robinet, sucrée, dans des températures complètement différentes, de 10 degrés à 43 degrés. Et on a rajouté des conditions de milieu, c'est-à-dire la réhydratation peut se faire dans de l'eau, soit dans de l'eau sucrée avec 10% de sucre, ou avec 25% de sucre, ce qui peut mimer finalement un eau synthétique assez riche, en conditions à 37 degrés. Et si vous voyez la viabilité résiduelle qui reste après la réhydratation, c'est assez intéressant, et on a ces résultats sur toutes les souches qui ont déjà été validées. Ces résultats montrent que finalement vous réhydratez la levure à 10 degrés ou à 43 degrés, la viabilité résiduelle après reste quasiment la même. Et cette viabilité non seulement reste la même, mais est au départ déjà relativement élevée. Mais c'est intéressant d'être viable, mais si vous avez un bras cassé ou une jambe en moins, c'est sûr que c'est plus difficile de fonctionner. Donc on regarde finalement les performances fermentaires une fois qu'on a mis en place cette validation de la viabilité. Dans les conditions de performance fermentaire, on va se placer finalement cette fois-ci dans trois conditions caractéristiques qui peuvent être intéressantes au niveau de la cave. Et finalement, ces caractéristiques sont lesquelles? Caractéristiques d'utilisation usuelle, comme on a l'habitude de
procédé au départ, c'est-à-dire une réhydratation avec acclimatation, réhydratation dans de l'eau d'abord, puis après acclimatation au mou progressive, puis transfert dans la cuve finale. On va avoir une possibilité de réhydrater à froid, donc prendre finalement de l'eau froide qui peut venir de la cave au moment des vendanges à 15-17 degrés, juste de l'eau, on réhydrate la levure dans cette eau-là, et on la transfère dans la cuve finale, ou alors inoculation sur mou direct, c'est-à-dire on prend du mou, on met la levure dans le mou, on l'homogénise, et on la transfère directement dans la cuve de fermentation. Et on va comparer tous ces paramètres-là, ici sur un Malbec qui a été fait en Argentine avec un partenaire argentin de recherche et développement. Et voilà ce qu'on a trouvé finalement au niveau cinétique sur la LD 135 et la LD 62. Donc vous avez les trois courbes, finalement celle qui descend c'est le niveau de densité, c'est les cinétiques, la courbe en pointillé c'est la température. Vous voyez que finalement, à part la chaptalisation qui intervient 2 jours après la fermentation, si vous regardez et vous différenciez les différentes conditions, il n'y a pas de différence. Or, on a fait aussi toutes les analyses statistiques possibles sur les paramètres œnologiques finaux, et vous n'avez pas de différence significative entre une inoculation directe et une inoculation finalement usuelle, par acclimatation. Et ces performances fermentaires, finalement, on les a aussi mis au niveau organoleptique. Au niveau organoleptique, on a fait des tests triangulaires, et finalement, on s'aperçoit que sur ces tests triangulaires, si vous comparez la méthode usuelle, l'acclimatation, la réhydratation en froid, la méthode usuelle, l'acclimatation et la inoculation directe, vous n'avez pas finalement, les dégustateurs professionnels n'arrivent pas à faire la différence de manière significative entre les échantillons. Ce qui valide finalement notre aspect viabilité, performance fermentaire et performance organoleptique. Ce process finalement, et surtout le process d'inoculation directe sur mou, est un process qui va s'avérer quand même relativement économique. On ne met plus en place, et durable, on ne met plus en place. On met aussi en place un gain de temps assez important, qui peut-être ne va pas forcément se voir sur mou, mais va se voir aussi sur plein et rosé si on commence à inoculer les levures directement après des breuvages sans passer par la phase de réhydratation, et qui va devenir très intéressant pour le coup. En conclusion, je me permettrai de dire que l'hybridation est une technique qui a prouvé son efficacité, qui est puissante. Par contre, l'hybridation n'est rien sans le criblage qui va avec, et des criblages spécifiques en fonction de ce qu'on veut regarder, surtout si il s'avère être la favorisation de l'extraction des polyphénols et sur les caractéristiques fermentaires. Ensuite, c'est le savoir-faire industriel du levurier qui vient se placer là pour finalement produire la levure à sa meilleure qualité possible. Et dans ce process développé par le groupe SAP, qui est finalement le procédé Easyfuse, on a montré que finalement on pouvait garder les caractéristiques fermentaires, analytiques, organoleptiques de la souche, tout en simplifiant son utilisation, ce qui pouvait représenter un gain assez important pour le. Je vous remercie.